Georges Semprin a été le témoin et l'acteur de 1000 vies. Il a mené une existence incroyable parce qu'il a vécu la guerre civile espagnole, la résistance française, la déportation dans un camp nazi. Il a travaillé dans la clandestinité pour le Parti communiste espagnol. Il a ensuite quitté le parti pour devenir romancier, avant d'enchaîner les succès littéraires. Il a écrit des scénarios qui lui ont valu 2 nominations aux Oscars. Il a été ministre de la Culture sous Felipe González et a été un fervent défenseur de l'Europe. Sa vie est un film. Tengo recuerdos dramáticos, y recuerdos dolorosos, pero amargos no. Amargos no porque de todas maneras yo sabía dónde estaba y lo que hacía, y cuando dejé de hacer y de estar también lo hice conscientemente, o sea que asumo todo ese pasado y, como se podría decir vulgarmente, que me quiten lo bailado. Georges Semprin est né à Madrid, dans une famille très favorisée. C'est ici qu'il a passé son enfance. Sa mère était la fille du président du Conseil des ministres, Antonio Maura. Il a exercé cette fonction durant 5 mandats et a occupé la tête du gouvernement espagnol pendant une vingtaine d'années, soit une très longue période. Je crois que Semprin était pleinement conscient de ses origines. Il savait qu'il était issu d'un milieu proche du pouvoir. Et en Espagne, à l'époque, ce pouvoir était total. La mère de Georges a été la première à transmettre une identité politique à ses enfants, parce qu'elle était républicaine. Georges Semprin voit le jour dans une Espagne gouvernée par un dictateur, le général Primo de Rivera, protégé par le roi Alphonse XIII. Le pays est en proie à de fortes tensions sociales et économiques. La famille Semprin a beau avoir des origines aristocratiques, elle nourrit des idées progressistes. La mère de Georges lui fait une prédiction. Tu seras écrivain ou homme politique. En 1931, les élections municipales entraînent la fin de la monarchie et annoncent la République. Dans les rues, l'ambiance est à la révolution. Après quelques années de dictature militaire, la monarchie s'effondra comme un château de cartes le 14 avril 1931. Les foules étaient dans la rue, les prisons s'ouvrirent, Madrid était une fête, pas une vitre ne fut brisée. Rue Alfonso XI, ma mère fit ondoyer au vent des beaux quartiers l'oriflamme tricolore républicaine à tous les balcons de l'appartement. Quant à nous, les aînés des enfants, nous remontions sans arrêt la manivelle du gramophone pour que s'y joie une Marseillaise ininterrompue et vibrante. Cela ne manqua pas de provoquer une réaction d'hostilité chez nos voisins. Dans l'Espagne des années 20, les familles bourgeoises avaient l'habitude d'engager une gouvernante germanophone pour prendre en charge l'éducation de leurs enfants. Georges, comme ses frères et ses sœurs, avait donc une nourrice allemande. C'était très important à l'époque. Les familles veillaient à donner une bonne éducation littéraire à leurs enfants. La fratrie avait déjà connu 2 ou 3 gouvernantes allemandes. Celle-ci devait être la 3e ou la 4e. Elle était très jeune et vivait avec la famille au moment où la mère de Georges est tombée malade, avant de mourir. Elle est décédée à la maison, de mort lente, ce qui a beaucoup affecté les enfants.
Le père de Georges n'a pas tardé avant d'épouser celle qui, jusqu'à la mort de sa femme, en était la gouvernante, Annette Litchi. Je crois qu'ils ont eu une relation compliquée. Georges Semprin ne mentionne presque jamais sa belle-mère, Annette Litchi. De toutes ces origines-là, je crois qu'il y avait dans la famille, dans la rue Alfonso XI, il y avait des discussions politiques avec le groupe Esprit, qui était un groupe d'intellectuels de gauche catholique. Il y avait García Lorca qui venait de temps en temps. Il y avait des discussions politiques enflammées. Et il raconte qu'avec ses frères, il se faisait la courte échelle pour regarder par-dessus et pour voir qui parlait. Et donc il a baigné depuis son plus jeune âge dans la politique. Et puis il ne faut pas oublier que son père, il ne faut pas minimiser l'importance du père de Georges. Son père était professeur de philosophie et était un intellectuel aussi. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, qu'avant ses 18 ans, Georges Semprin pouvait déclarer avoir lu toute la philosophie de Hegel en allemand. En 1936, à 12 ans à peine, Georges Semprin vit un événement historique qui le marquera à jamais. Un groupe de militaires d'extrême droite se soulève contre le gouvernement républicain démocratiquement élu. L'Espagne bascule dans la guerre civile. À l'été 1936, la famille Semprin entame un exil dont elle ne reviendra jamais. Cruzamos España entera, del norte, vamos, de Madrid a ese pueblo, el día del alzamiento en Marruecos. O sea, ya con noticias, ya con una tensión visible al atravesar Vitoria. Recuerdo perfectamente que se notaba ya la agitación militar, se notaba ya la efervescencia que precedía a la sublevación de las guarniciones en el norte de España, que se produjo al día siguiente. O sea que llegamos al lugar de las vacaciones el día en que realmente la guerra civil había comenzado. Franco receives help from the outside, troops and material from fascist Italy and Nazi Germany. Hitler and Mussolini grasped this opportunity for a dress rehearsal for World War II. Il faut dire que certains membres de la famille Semprin avaient déjà été arrêtés et même fusillés. Le père de Georges, qui avait exercé des fonctions au sein du gouvernement républicain, a vite compris qu'il fallait quitter le pays au plus vite. Ils sont partis pour la Suisse avec ce qu'ils avaient sur le dos. Puis ils se sont finalement rendus à La Haye. C'est alors que s'est présentée l'opportunité, pour Georges et l'un de ses frères aînés, d'aller étudier au lycée Henri IV, à Paris. La famille avait des relations, ce qui lui permettait d'offrir à Georges une éducation d'exception et tout à fait privilégiée. Je crois que cette période d'exil, la façon dont il l'a vécue et dont il l'a relatée, est l'un des aspects les plus émouvants de son œuvre. Il revient par exemple sur la façon dont en France ou en Suisse, on les appelait les rouges espagnols. Les Français les regardaient comme des bêtes de foire. Il arrive, je sais pas, 15 ans à Paris, il baragouine le français, et puis 3 ans après, il obtient un prix de concours général de philosophie. Vous imaginez? Alors ça, il était super doué, hein. C'est un homme volontaire. Il arrivait à maîtriser la langue, maîtriser l'accent, maîtriser sa vie. Vous aviez 13 ans à l'époque, vous n'avez pas choisi. Mais cette rupture-là a créé une situation qui est l'exil, que j'ai alors fini par assumer et accepter totalement. C'est-à-dire pas seulement pendant la période de l'exil politique, mais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, dans la mesure où je ne sais pas très bien, je suis un peu exilé en Espagne quand j'y suis, et un peu exilé ici quand j'y suis. C'est-à-dire que je suis un peu totalement apatride, ce qui a des avantages et des inconvénients. Je crois que cette situation, l'exil et l'impossibilité de rentrer dans son pays, a joué un rôle majeur dans son engagement politique. Mais la guerre semble poursuivre la famille Semprin. Alors que Paris est occupé par les nazis, le jeune Georges participe à ses premières manifestations. Dans son lycée, il a des camarades juifs.
C'est le lendemain, je pense. En tout cas, très peu de temps après le jour où Bloch est arrivé avec son étoile jaune, que le professeur de mathématiques s'est cru obligé de faire quelques commentaires sur cette étoile jaune, sur les Juifs en général, et le monde tel qu'il allait. Bloch m'avait regardé. Il souriait comme l'autre jour, rue Soufflot. Il faisait bonne contenance. Ce n'était que la première étape de ce long sacrifice qu'allait être sa vie. Au prochain cours de mathématiques donc, quand Rablon est entré sans regarder personne, nous avions tous, sauf Pinel, cousu sur notre poitrine une étoile jaune avec les 4 lettres de « Juif ». Georges a rejoint la résistance par le biais d'une organisation britannique, le réseau Buckmaster. Une fois engagé, il a pris un pseudonyme et a tout laissé tomber. Il a abandonné ses études alors qu'il était un élève brillant qui avait obtenu le premier prix du concours général de philosophie. Il a décidé de partir avec son sac à dos pour récupérer des armes larguées par parachute. Il était vraiment prêt à tout pour la résistance. Ils ont fait sauter des voies ferrées pour empêcher les trains allemands chargés de ravitaillement de passer. Ils ont fait du bon travail. Il est vraiment très important de souligner que tout ce qu'il a fait, il l'a fait contre le nazisme. Il faisait bien évidemment le rapprochement avec le fascisme. Et le fascisme, c'était Franco. Il s'est fait arrêter à Auxerre en 1943. Il a été incarcéré dans une prison de la Gestapo, où il est resté pendant plusieurs semaines. En prison, il a subi la torture et les coups continuels. Il a été suspendu au plafond avec les bras attachés derrière le dos. Il racontait qu'il avait été oublié comme ça, dans une cellule pendant 3 semaines. À un moment donné, ils ont cessé de le torturer. Il n'y avait pas moyen de le faire parler. C'est à ce moment-là que le père de Georges a sollicité le consul d'Espagne en France, un ancien assistant du cabinet d'Antonio Maura. Il lui a dit « Ils ont arrêté mon fils, essaie de faire quelque chose ». Alors ils ont téléphoné, envoyé des tas de lettres et de télégrammes pour éviter que Georges soit déporté dans un camp. Mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont tous été placés dans une cellule en attendant le prochain train pour Drancy. De là, ils ont été envoyés à Buchenwald. Buchenwald était un camp de concentration, mais pas un camp d'extermination comme Auschwitz. Certes, de nombreux détenus y étaient assassinés, mais ce n'était pas aussi systématique que dans d'autres camps de concentration. À l'entrée du camp, il y a une inscription en fer forgé, « Jedem das Seine ». Chacun reçoit ce qu'il mérite. C'était précisément ce que voulaient dire les nazis. Et c'était un avertissement. Il signifiait ainsi aux déportés ce qui les attendait. La faim, le froid et la mort au travail. Voilà ce à quoi les nazis les destinaient. Quand c'était le soir et que les bombardiers alliés arrivaient à une certaine proximité, les lumières du camp s'éteignaient. Mais il arrivait que le crématoire soit surchargé de travail. Le rythme des morts est une chose difficile à synchroniser avec la capacité d'un crématoire, pour bien équipé qu'il soit.
De hautes flammes orangées dépassaient largement de la cheminée du crématoire dans un tourbillon de fumée dense. S'en aller en fumée, c'est une expression des camps. Fais gaffe au Scharführer, c'est une brute. Si tu as une histoire avec lui, tu es bon pour t'en aller en fumée. Le SS n'était pas content, il aboyait. « Crématorium ausmachen !» Éteignez le crématoire, d'une voix morne et hargneuse. Nous étions assis dans le noir et nous entendions le haut-parleur « Crématorium ausmachen !» Et puis nous continuions à attendre dans le noir. The body disposal plant. Inside are the ovens which gave the crematorium a maximum disposal capacity of about 400 bodies per 10-hour day. All bodies were finally reduced to bone ash. Étant donné qu'il parlait allemand, espagnol, français, c'était un plus pour travailler dans un bureau et y accomplir des tâches administratives. C'est ainsi que dans la hiérarchie du camp, il a pu bénéficier de conditions relativement privilégiées. À Buchenwald, Semprin parvient à rejoindre les réseaux clandestins du Parti communiste et décide d'apporter sa contribution à la cause. Il rencontre notamment l'intellectuel tchèque Josef Frank à la tête du réseau. Cet homme réapparaîtra plus tard dans la vie de Semprin de manière tragique. Yo falsificaba las fichas. Si la Gestapo descubre que esa ficha está falsificada, el que va a la muerte soy yo. J'ai vu des types voler le morceau de pain noir d'un camarade. Voler ce morceau de pain, c'est choisir la mort d'un autre homme pour assurer sa propre vie, pour la rendre plus probable, tout au moins. Et pourtant, il y avait des vols de pain. J'ai vu des types pâlir et s'effondrer en constatant qu'on leur avait volé leur morceau de pain. Dans les camps, l'homme devient cet animal capable de voler le pain d'un camarade, de le pousser vers la mort. Mais dans les camps, l'homme devient aussi cet être invincible, capable de partager jusqu'à son dernier mégot, jusqu'à son dernier morceau de pain, jusqu'à son dernier souffle, pour soutenir les camarades. En 1945, après 1 an et demi d'internement à Buchenwald, Semprin et les survivants du camp apprennent la nouvelle qu'ils attendaient depuis si longtemps. Le cauchemar est enfin terminé. C'était au printemps 1945, en pleine débarque de l'armée allemande. Les Américains approchaient du camp et nous, les survivants, nous poursuivions les SS en fuite avec les armes que nous leur avions prises. Une fois le camp libéré, les Américains obligeront les habitants de la ville voisine de Weimar à venir constater cet enfer et à enterrer les cadavres. Lors de la division de l'Allemagne, l'ironie de l'histoire veut que Buchenwald devienne un camp d'internement soviétique. Après la libération des camps, les survivants sont renvoyés dans leur pays d'origine. Or, certains prisonniers, comme Semprin, sont apatrides et ne savent pas où rentrer. En 1945, lorsqu'il a été ramené en camion de Buchenwald jusqu'à Paris, il allait terriblement mal. Sa sœur aînée, Maribel, m'a raconté qu'à son retour, il ne parlait pas du tout. Il ne voulait pas parler. Dans un premier temps, il est normal qu'en sortant d'une expérience aussi terrible et humiliante, on refuse d'en parler à tout le monde. On ne veut pas raconter ça pour éviter que les gens sachent à quel point on a été humilié. Quand il est sorti du camp, Semprin avait d'abord l'intention de se mettre au vert pour écrire. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas possible et il s'est arrêté net. Primo Levi et Jean Améry, qui ont choisi d'écrire immédiatement après la guerre, ont publié des livres remarquables.
En revanche, tous les deux ont fini par se suicider. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais il faut le souligner. Voy a seguir viviendo de esa muerte de los campos de concentración y no quiero vivir de eso. Digo, tengo 21 años, quiero vivir de otra manera, quiero olvidarme. Por consiguiente, la decisión de olvido lleva consigo la decisión de no escribir. De retour à Paris, Georges avait 22 ans et gagnait sa vie en travaillant comme traducteur. Il est tombé amoureux d'une actrice, Lolé Bellon, avec qui il a eu un fils, Jaime Semprin. Leur couple n'a pas tenu très longtemps. De son côté, Georges a entamé sa nouvelle vie de militant pour le Parti communiste espagnol en exil. Aux yeux des communistes, il avait plusieurs qualités. Il avait été déporté à Buchenwald, il s'était engagé dans la résistance et il parlait parfaitement plusieurs langues. Il pouvait passer indifféremment pour un Espagnol ou pour un Français sans le moindre accent. C'était très recherché. Et par-dessus tout, il faisait preuve d'un grand engagement idéologique et politique. Il en sort complètement stalinien dans le sens où il était persuadé que l'Union soviétique était la façon de lutter contre ce qu'était la société franquiste en Espagne. Et il pensait que le communisme était une idéologie qui permettait de lutter contre les dictatures. Pendant quelques années, il a travaillé depuis Paris sans avoir la possibilité de voyager. Mais petit à petit, il a gravi les échelons et a su gagner la confiance du parti pour être envoyé en Espagne. Semprin est engagé par le Parti communiste espagnol pour reconstruire les réseaux clandestins. À la même époque, en Tchécoslovaquie, se tiennent les procès de Prague, une vaste purge qui conduit à l'emprisonnement et à la torture de cadres du gouvernement tombés en disgrâce. Ces procès s'en prennent également à d'anciens résistants des brigades internationales comme Arthur London et l'ancien dirigeant communiste rencontré à Buchenwald, Joseph Frank. Sous la torture, on le pousse à avouer d'affreux crimes. Il est finalement pendu et ses cendres seront dispersées dans la neige. Ce sont les derniers soubresauts du stalinisme, qui prend fin en 1953 avec la mort de Joseph Staline, dictateur soviétique et héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est également à cette époque que Semprin fait la connaissance d'un autre personnage décisif dans sa vie de militant communiste. Il s'agit du numéro 2 du parti, un ancien commissaire espagnol de la République, Fernando Claudín. La famille Claudín quitte Moscou pour s'installer à Paris avec leur fille Carmen. Je le connaissais sous le nom de Georges, mais je savais que parfois il fallait l'appeler Federico. On m'avait bien expliqué qu'il ne fallait pas trop poser de questions, ni parler à personne de ce que faisaient papa et ses amis. C'était une question de sécurité. À chaque fois qu'il rentrait, notre vie était en danger, littéralement. Semprin emportait toujours avec lui une valise à double fond. Elle contenait ses différents passeports parce qu'il était obligé à chaque fois de voyager sous une fausse identité. Il faisait preuve d'une grande sérénité et de beaucoup de sang-froid. En Espagne, il se faisait appeler Federico Sanchez. À un moment donné, il a été l'homme le plus recherché de tout le pays. Les Espagnols ignoraient tout de sa véritable identité. Mais ils recherchaient sans répit ce fameux Federico Sanchez. Si vous aviez été arrêté, qu'est-ce qui serait passé? Sauf des cas exceptionnels, et parfois imprévisibles, nous connaissions le tarif. C'est-à-dire que, à partir du comité central, c'était 20 ans et 1 jour. À l'intérieur du pays, les membres du parti s'activent à créer des cellules communistes dans les usines et les universités, tout en s'assurant d'échapper aux fréquentes descentes de police. De nombreux militants sont arrêtés et violemment torturés. Il fallait qu'Alfredo tienne le coup. S'il ne tenait pas le coup, nous en serions tous affaiblis.
Il fallait qu'Alfredo tienne le coup, que nous soyons tous renforcés par sa victoire. Je pensais à tout cela, aux coups de poing et aux coups de matraque. Il pense en ce moment même que son silence n'est pas seulement sa victoire personnelle, que c'est une victoire que nous partagerons avec lui. Les heures passaient, il ne se passait rien. C'est le silence d'Alfredo qui soutenait ce calme. On n'a sonné nulle part à 3 heures du matin, à cette heure blanche où les perquisitions et les premiers coups vous cueillent à froid, la bouche pleine de sommeil. Il retrouve le besoin d'écrire dans des circonstances très particulières. Il est dans un appartement à Madrid, qui était un appartement acheté par le Parti communiste espagnol, où il y avait des logeurs, des gens qui habitaient là-bas. Et c'est un moment où il y avait des rafles sans arrêt dans Madrid. Il a été décidé d'une façon générale que tous les dirigeants n'allaient plus bouger pendant plusieurs semaines parce que ça devenait trop dangereux, qu'il y avait une machine à écrire et du papier. Et l'homme qui habitait dans cet appartement avait été à Mauthausen. Et il racontait tous les soirs à Georges, qui lui ne racontait rien, ne racontait pas son expérience des camps, parce que lui, à l'époque, c'était pareil, c'était extrêmement compartimenté. Il fallait surtout pas qu'il raconte ni d'où il venait, ni ce qu'il faisait, ni quoi que ce soit. Et cet homme-là racontait les souvenirs de Mauthausen. Et Georges, un soir, s'est dit, mais il raconte tellement mal. Enfin, je pense que c'était un petit peu un prétexte. Et ça a déclenché le truc, et en 3 semaines, il a écrit Le Grand Voyage. Il s'est mis à l'écrire à toute vitesse, et il l'a écrit en français. Alors que, comme il dit, pourquoi je l'ai écrit en français? Parce que c'était la langue de mon adolescence, et c'était la langue dans laquelle j'avais vécu cette expérience de ma vie. Donc ça m'est venu tout naturellement d'écrire en français. Georges Semprún, c'est votre premier livre, Le Grand Voyage, qui vient d'obtenir le prix Formentor. Le Grand Voyage est le voyage de 120 déportés entassés dans un wagon de marchandises qui sont conduits de Compiègne à Buchenwald pendant 5 jours et 5 nuits. Et c'est aussi le voyage intérieur en quelque sorte dans la mémoire, dans le souvenir et dans l'anticipation de l'avenir du personnage principal de cette histoire. Lorsque Georges a publié son premier roman, Le Grand Voyage, il a fait l'objet de critiques acerbes de la part de la direction du parti. Pour un bon communiste, une des règles à respecter était de ne jamais se démarquer des autres. On n'avait pas le droit de prendre position personnellement, de développer sa propre opinion ou de faire part de son point de vue, car tout avait été dit par la direction du parti. Mais Georges Semprún, lui, se démarquait forcément. À l'étranger, la situation intérieure du pays est perçue différemment. Les États-Unis voient en l'Espagne de Franco un allié de choix dans la guerre froide qui les oppose au bloc communiste. Le pays s'ouvre au tourisme et une nouvelle classe moyenne voit le jour, tout en s'éloignant des rêves révolutionnaires du Parti communiste espagnol. Semprún et Claudine commencent à remettre en question les diktats du parti. Les 2 dissidents sont convoqués en urgence à Prague. Parmi les vives critiques de leurs camarades, on les informe d'une décision radicale. Nous en étions à la fin de cet ultime déjeuner que Claudine et moi, Sanchez, partagions avec les autres membres du comité exécutif. L'un après l'autre, je pris congé de tous. Adieu pour toujours, camarades. Je fus saisi à ce moment-là de 2 sentiments contradictoires. D'une part, la certitude que prenait fin une période capitale de ma vie, sans doute la période la plus importante, la plus riche d'aventures et d'expériences. D'un autre côté, l'intime satisfaction d'avoir été jusqu'au bout fidèle à mes plus profondes convictions, de ne pas avoir trahi cette liberté communiste qui m'avait conduit au parti à l'âge de 18 ans. Tout ce monde privilégié que je connaissais, qui me semblait être quelque chose de tout à fait naturel, tout à coup
tout à coup a disparu. C'était le vide total. Les gens qu'on connaissait et qu'on aimait ne vous reconnaissent plus. Ces 2 années-là ont été terribles. Quand j'abordais le sujet avec mon père, il me disait qu'il savait que ça finirait comme ça, car lui-même avait fait subir la même chose à d'autres militants. Il a toujours su ce qui nous attendait, mais nous avions beaucoup de chance d'être à Paris, dans cette France bourgeoise de 1964. Si ça nous était arrivé en Union soviétique, mon père et Semprin auraient fort probablement fini au goulag. Carrillo et d'autres disaient souvent que Semprin avait surtout cherché un prétexte pour quitter le parti, car ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était se consacrer à la littérature et au cinéma. Georges prend ses distances avec le parti et se consacre désormais passionnément à l'écriture. Presque toutes ses œuvres sont autobiographiques et relèvent de l'autofiction. Il devient une figure de la vie intellectuelle française et est fréquemment invité sur les plateaux de télévision. Pendant 25 ans, que ce soit Apostrophe ou Bouillon de Culture, j'ai reçu des centaines d'écrivains avec lesquels je me tenais à distance. Je ne voulais pas être à jamais accusé de complaisance et donc jamais devenir leur ami. Il y a une exception, c'est Roré Semprún, ou en français Georges Semprin, dont je suis devenu l'ami intime. Et pour lui, j'ai fait une exception parce que j'étais fasciné par cet homme. D'une certaine manière, Semprin se retrouve dans ses films, dans tous ses livres. Il parle toujours de lui-même, il parle toujours de... Il est à la fois le romancier de sa vie et en même temps le romancier du siècle. Il racontait toujours la même histoire, mais de manière différente à chaque fois. C'est-à-dire qu'il se réinventait, encore et encore, selon la décennie au cours de laquelle il écrivait. Les détails mentionnés restaient les mêmes, mais la façon dont il se décrivait et dont il parlait de ses camarades de camps de concentration changeait totalement en fonction de son humeur politique de l'époque. Il le dit très bien dans l'écriture ou la vie. Il dit quand je suis sorti des camps, la mort m'avait traversé et maintenant il fallait que je commence à vivre. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait que je commence à vivre et maintenant j'étais éternel, finalement. Pendant longtemps, je n'ai fait que des cauchemars étranges et insoutenables. Mais ils ont disparu à présent. La littérature a calmé mes inquiétudes. Les souvenirs sont bien là, mais apaisés. Certains, comme le froid glacial, la faim et l'horreur de la mort, sont devenus presque irréels à mes yeux, comme si je les avais inventés pour écrire à leur sujet. Comme si ce n'était pas moi qui les avais vécus. Plus tard, j'ai compris que mettre au jour les souvenirs anciens est un processus qui ne prend jamais fin. Il recevait des quantités de lettres de lecteurs allemands qui lui confiaient que jamais personne ne leur avait raconté tout cela. Il voulait sauver la langue allemande de la contamination nazie. N'allons pas croire que cette langue est maudite à jamais. Il faut revenir à la grande littérature allemande. À mon avis, parce que c'était la langue de son enfance, la deuxième après l'espagnol, parce que c'est la langue qu'il a quand même sauvée dans les camps de concentration, et puis parce que Georges est probablement un des seuls écrivains qui a réussi à mixer à la fois la littérature et la politique avec la poésie. Vous refusez justement d'enfermer le récit dans la chronologie, qu'au contraire vous laissez vagabonder votre mémoire. Non, peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est parce que je ne peux pas raconter autrement. La reconquête de ma liberté passe à travers la reconquête d'une mémoire. Et donc, une mémoire n'est jamais chronologique. Une mémoire se construit en spirale. Il faut donc suivre cette indication-là. Je ne peux pas faire autrement.
Sa vie est faite de va-et-vient. Son style est fait de va-et-vient. C'est pour ça que son style ressemble à sa vie. Un pas en avant, deux pas en arrière, un pas de côté, un pas à droite. Il déroutait beaucoup de lecteurs d'ailleurs. Il n'allait pas directement vers les choses. Et, au fond, c'est un clandestin. Faire des digressions, faire des apartés, faire des flashbacks, etc., qui introduisent du baroque dans son classicisme. Comme il dit lui-même, le roman, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Les vrais romanciers, ils racontent quelque chose qu'ils inventent. Moi, je n'invente pas. Je puise dans ma propre vie. D'ailleurs, il cite une phrase de Boris Vian, d'ailleurs, qui dit dans ce livre, tout est vrai, puisque j'ai tout inventé. Parallèlement à ses succès littéraires, Semprin devient un brillant scénariste, ce qui lui vaut 2 nominations aux Oscars. Le réalisateur Franck Aprédéris est l'un des cinéastes qu'il a le mieux connu. À l'époque, le cinéma politique vit son heure de gloire. Je peux voir le scénariste qu'il était à travers les films qu'il a fait avec Costa Gavras, avec René, évidemment, le premier, avec d'autres. Moi, j'avais une énorme admiration pour lui en tant que scénariste. Je trouvais que ce qu'il écrivait était absolument passionnant. Il approchait tous les sujets avec l'honnêteté et sans aucun fanatisme, sans aucun dogmatisme. Et il expliquait, il analysait parfaitement les situations. Dans son premier film, La guerre est finie, Semprin revient sur son exclusion du parti. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance d'Yves Montand et une grande amitié va naître entre les deux hommes. Il dit même que ça a été un coup de foudre de l'amitié masculine. Comme il dit, voir Montand interpréter le personnage de Diego, puisque son personnage s'appelle Diego dans La guerre est finie, c'était me décharger d'un poids sur ses épaules. Et ensuite, ils ont développé une amitié extraordinaire. Ils se sont plus quittés. Et ceux qui font des choses en Espagne aujourd'hui, des choses vraiment importantes, n'y ont pas été non plus. Ils ont 20 ans et ce n'est pas notre passé qui les fait bouger, mais leur avenir. L'Espagne n'est plus le rêve de 36, mais la réalité de 65, même si elle semble déconcertante. 30 ans se sont passés, les anciens combattants m'emmerdent. J'ai tout d'abord connu Georges à travers Z, le célèbre film de Costa Gavras. Il abordait le sujet de la répression des mouvements démocratiques en Grèce. Au début des années 70, l'ambiance qui régnait était exactement la même en Espagne. C'est un film qui nous parlait beaucoup. Mai 68, il en parle justement à propos de Z, puisque c'est à cette époque-là que Z est sorti. Et il dit, sans mai 68, Z n'aurait peut-être pas eu le succès qu'il a eu. Et puis Z a été primé partout, à Cannes. Il a eu, je ne sais plus quel autre prix encore. Non, il était en tant que scénariste, il était un scénariste tout à fait reconnu, respecté, admiré. C'était un grand scénariste du cinéma français. Le scénario de l'aveu est sans doute le plus douloureux à écrire pour Semprin. Le film est une adaptation du roman du même nom d'Arthur London. Il traite des procès de Prague qui ont conduit à l'exécution de son compagnon de Buchenwald, Joseph Frank. Semprin brise ainsi 16 années de silence. Y se le acusa, concretamente, entre otras muchas cosas, se acusa de haber sido agente de la Gestapo en el campo de concentración de Buchenwald. ¿Tú habías estado allí? Si hubiera sido agente de la Gestapo, se las hubiera arreglado para entregarme a la Gestapo, aunque no se supiera por dónde venía la confidencia. Yo sé perfectamente que no puede serlo. Por consiguiente, que en ese proceso, en esas acusaciones que hay contra el grupo de dirigentes comunistas checos, hay por lo menos un grano de falsedad que me obligaría, si yo soy realmente un intelectual crítico, marxista, a desmontar todo el tinglado. No lo desmonto. Prefiero la mentira dentro del partido a la verdad fuera del partido. Au début, on cherche à aider le parti.
L'aider à voir clair en soi-même et comprendre pourquoi on est là, quelle faute vous y a conduit. On est tout disposé à faire son autocritique, à admettre des erreurs qui ont porté préjudice au parti. L'aveu, évidemment, c'est le plus fort des trois films qu'ils ont fait ensemble sur la dénonciation du stalinisme. Il y a des gens qui l'ont même considéré comme un traître à la gauche, au communisme en particulier, et à la gauche, ce qui n'était pas du tout. Españoles, Franco ha muerto. En 1975, le général Franco meurt dans son lit après avoir imposé à l'Espagne 40 années d'une dictature implacable. Cette mort acte l'échec de la résistance et surtout celui des communistes qui n'ont jamais abandonné la lutte. À la même époque, Semprin publie son premier livre en espagnol, Autobiographie de Federico Sanchez, et reçoit le prix littéraire Planeta. Il règle ses comptes avec le PCE et revient sur son expulsion du parti. La mémoire communiste, en fait, est une faculté d'oubli. Elle ne consiste pas à se souvenir du passé, mais à le censurer. La mémoire des dirigeants communistes fonctionne pragmatiquement, au gré des intérêts et objectifs politiques de l'heure. Ce n'est pas une mémoire historique de témoins, c'est une mémoire idéologique. Autobiographie de Federico Sanchez a fait de Georges Semprin un homme célèbre dans tout le pays. Le peu de respect qu'il témoignait envers toute la mystique révolutionnaire communiste est arrivé comme une bouffée d'air frais. Il est venu nous rappeler la réalité de ces années-là. Mais il nous montrait aussi comment on pouvait s'ouvrir, comment les choses pouvaient évoluer dans ce processus de transition démocratique que Georges a toujours trouvé exemplaire dans l'histoire de notre pays. En 1988, Georges Semprin reçoit une proposition. Il est nommé ministre de la Culture au sein du gouvernement de Felipe González, pour qui il a beaucoup d'estime. La prédiction de sa mère se réalise. Néanmoins, certains verront cette nomination d'un mauvais œil, car pour eux, Semprin est plus français qu'espagnol. Pour cet éternel apatride, il est encore difficile d'être reconnu dans son pays natal. Había un motivo mucho más meditado y más sereno. Si era la propia personalidad de Semprún para llenar un ministerio como el Ministerio de Cultura. Me parece que era un hombre en ese sentido incomparable, imbatible, ¿no? Nous étions sur le perron du palais de la Moncloa le surlendemain, mercredi 6 juillet 1988. Felipe González s'est tourné vers moi au moment où la voiture qui allait me ramener au palace se rangeait au bas des marches. Il y aura des moments passionnants et puis des jours creux, ternes. Tu auras des amis, des vrais et des faux. Et puis des ennemis de toutes sortes, c'est inévitable. On ne va pas te faire de cadeaux, n'y compte pas. Cette société est ainsi faite, agitée encore par des provincialismes, des rancœurs sociales, des archaïsmes. Mais le jour où lors de ton premier voyage officiel, tu verras un chef de la garde civile se mettre au garde à vous devant Federico Sanchez, tu mesureras ce qui a changé dans ce pays, tu sauras ce que signifie ta présence au gouvernement. Georges admirait beaucoup le Parti socialiste espagnol d'alors parce qu'il avait contribué au bon déroulement de la transition démocratique. Le rêve de son enfance se réalisait enfin. Mais il n'est jamais allé très à droite, Semprin. Il est devenu social-démocrate, en réalité. Il n'a jamais été aussi heureux politiquement, en fait, qu'à travers le philippisme. En tant que ministre de la Culture, il a apporté quelques contributions majeures. Par exemple, il a participé à la création du musée Thyssen-Bornemisza. El ministro de Cultura, Jorge Semprún, y el barón Thyssen han firmado el documento de cesión de parte de la colección Thyssen al Estado español. Il a réglé la question de l'héritage des œuvres de Dalí. Esta semana en Cataluña ha habido cierto malestar al conocerse que Salvador Dalí había dejado todo su legado al Estado español. El Estado velará porque se haga un reparto equitativo, lo cual quiere decir que a Cataluña le toque la mayor parte de la herencia de Dalí, como es lógico. Et puisque nous nous trouvons ici, je rappelle que c'est lui qui a inauguré ce cinéma, le merveilleux Ciné Doré.
Son passage au ministère se complique avec le scandale Juan Guerra, qui n'est autre que le frère du tout-puissant vice-président Alfonso Guerra. Une bataille acharnée s'engage alors au sein du gouvernement entre l'aile gauche et les sociodémocrates. On s'est trouvé confronté à un problème que le gouvernement n'avait jamais rencontré. On était face à un cas de corruption qui touchait l'un des nôtres. C'était difficile pour González de mettre un politique face à Guerra. C'était beaucoup plus habile de mettre Semprin. Es el hecho de que es el hermano del vicepresidente, que ha tenido un despacho oficial y que se ha enriquecido en ese periodo. Eso es lo que es sorprendente o sospechoso o irritante o quizá para algunos hasta estimulante. Le président du gouvernement a envoyé une lettre à Georges Semprin lui enjoignant de s'expliquer sur cette affaire. Il lui a clairement fait comprendre qu'il était allé trop loin, que ce n'était pas ce qu'il attendait de lui. Quand il m'a demandé ce que je comprenais de cette missive, je lui ai répondu « Georges, j'ai l'impression qu'il te demande de démissionner ». Il avait des raisons de regretter ce départ, mais cela ne l'affectait pas tant que ça. Au cours de la confrontation, il en avait profité pour reprendre les combats qu'il portait depuis les années 60 et pour défendre sa vision de la gauche. Ce départ n'a pas été une si mauvaise chose pour lui. Lorsqu'il était ministre, il nous avait fait rire, Martín Gómez et moi. Il nous avait dit « Ne vous méprenez pas, Felipe González n'est pas le général de Gaulle, et moi je ne suis pas André Malraux. » C'était une bataille très violente contre un populisme dont on voit encore la trace dans la vie politique de chacun de nos pays. Bon. Donc, et puis quand il menait une bataille d'idées, Georges, il la menait pas avec une brosse à dents, hein. Il y allait au sabre. 3 ans après son retour en politique, qui se solde par un énième conflit, Semprin quitte définitivement l'Espagne. De retour à Paris, il se remet à l'écriture de plusieurs livres qui rencontrent une nouvelle fois le succès. Il va alors se lancer dans son ultime combat intellectuel. Très vite, il devient un militant viscéral, absolu de la construction européenne. Et pourquoi il était si heureux avec l'Espagne de la transition? Parce qu'il voyait quand même son pays originel rejoindre la construction européenne. Culturellement, j'ai toujours été un Européen. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas de frontières nationales à la littérature. Je lisais aussi bien en français qu'en anglais qu'en espagnol. Donc il y avait, malgré la fidélité, l'orthodoxie, disons, communiste, qui était anti-européenne, il y avait une fidélité, un intérêt littéraire d'un jardin privé qui était européen. C'est le jardin de la littérature, de la culture. Il redoutait que l'Europe se repose sur ses lauriers et qu'elle perde le sens du risque. Il voulait qu'elle reste vigilante face à tout ce qui pouvait arriver et qu'elle ne se laisse pas berner, une fois de plus, par de grandes promesses, par de grandes utopies, en apparence destinées à sauver la condition humaine, mais qui finiraient par la détruire. Si les jeunes ne prennent pas le relais, à leur façon, dans tous les domaines, pas seulement politique, s'ils ne font pas de l'Europe une utopie concrète, une volonté concrète d'utopie et de transformation des choses, l'Europe peut au moins s'arrêter de progresser. Georges Semprin a déclaré un jour, et même probablement à plusieurs occasions, « Je ne suis ni français ni espagnol, je suis un déporté de Buchenwald ». Je crois que cette phrase décrit bien sa situation quand il a été ramené de Buchenwald à Paris, avec d'autres prisonniers français. Il est allé à Paris parce que sa famille vivait là-bas, mais il n'était pas français, il n'avait pas de passeport. À ce moment-là, il n'avait aucun papier d'identité, il était tout simplement apatride. Vous imaginez Semprin, son Buchenwald, il n'aurait jamais été
le même homme dans le regard des autres sur le plan intellectuel. Il a été fait par les camps. Quand on y a été avec mon frère Mathieu, avec lui, quand on est rentré dans le camp, on a l'impression de voir un enfant qui retrouvait la maison de son enfance, vraiment. Il disait là c'était le petit camp, là c'était la baraque, là c'était... Et on a vraiment eu l'impression qu'il retournait chez lui. Des morts du camp nazi de Buchenwald, il ne nous reste que le souvenir. Ils sont montés tels des flocons de fumée dans le ciel. Leur tombe est dans les nuages. En effet, ils sont là, dans l'immensité de la mémoire historique, constamment menacés d'un oubli inadmissible, capable pourtant du pardon, de la réconciliation. Dans 10 ans, il n'y aura plus de survivants. La transmission de cette expérience sera devenue impossible. Seuls les écrivains, s'ils se décident à imaginer l'inimaginable, pourront ressusciter la mémoire vive et vitale, notre vécu, alors que nous serons morts. 11. April 1945 befand ich mich nämlich in der Kolonne bewaffneter Männer, die wütend und fröhlich waren. Ich war einer der Bazooka-Träger. Der deportierte 44.904, auf seiner Brust das rote Dreieck und auf schwarzem Grund die Buchstabe S für Spanier aufgedruckt. Dieser Spanier war ich. So viele Jahre später, auf diesem dramatischen Raum, dem Appellplatz von Buchenwald, an der letzten Grenze eines Lebens von zerstörten Gewissheiten und von Illusionen, die ich gegen Wind und Wetter bewahrt habe, erlauben Sie mir eine heitere, gelassene und brüderliche Erinnerung an jenen jungen Mann, der mit 22 Jahren eine Bazooka in seinen Händen hielt.